Et si ce que tu appelles ton intuition n'était que de l'ego ou de la peur? Aujourd'hui, on va tenter de différencier justement les différentes voix qui peuvent se faire entendre, celle du mental, de la peur, de l'ego ou encore la vraie intuition. À la fin de cette vidéo, je te donnerai même un test corporel à faire pour savoir quelle décision prendre, par exemple en cas d'un choix un peu compliqué face auquel tu ne sais pas trop quoi faire, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Premièrement, pourquoi on confond tout? Dans notre tête, tout arrive sous forme de pensée, donc on confond tout, on croit que c'est une seule et même voix, alors qu'en fait il y a plusieurs couches. Il y a l'émotion biologique, la narration mentale, la protection identitaire, la perception intuitive. En bref, on va les séparer une par une et faire les différences, et je vais essayer de vous aider à faire les différences entre chacune d'entre elles. Dans cette première partie, on va voir déjà quelles sont ces 4 voix, les voix qu'on peut entendre dans notre tête, et essayer de les différencier, de savoir laquelle écouter et comprendre qui est-ce qui nous parle à l'heure actuelle. Alors, on ne parle pas au sens de folie et de voix qu'on peut entendre, mais on va essayer de différencier parce que forcément vous avez des pensées, vous avez des voix qui arrivent dans votre tête, mais on va essayer de savoir qui veut quoi et qui nous dit quoi. Tout d'abord, nous avons bien entendu la peur biologique. Donc la peur, c'est une réaction automatique du système nerveux. D'un point de vue scientifique, elle est déclenchée principalement par l'amygdale, qui est une structure cérébrale impliquée dans la détection de la menace. L'amygdala, je ne sais plus. Elle s'active juste avant la réflexion consciente. C'est un mécanisme de survie. Quand une situation est perçue comme incertaine ou potentiellement risquée, vous avez les battements du cœur qui s'accélèrent, la respiration qui se fait plus courte, une tension musculaire ou encore une vigilance accrue. La peur ne réfléchit pas, elle réagit. D'un point de vue émotionnel, la peur se manifeste souvent par une contraction corporelle, par un état d'urgence. Il faut qu'on décide maintenant, tout de suite, vite. Voilà, vous êtes vraiment dans l'urgence de la situation, ou encore une catastrophisation, donc quand vous êtes en train de dramatiser, et si ça se passait mal, et si ça finissait comme ça, et mon Dieu, mais si jamais ça se passe comme ça, comment on fait, etc. etc. Ça, c'est vraiment, vous vous faites des scénarios catastrophes dans votre tête. Donc elle est là, elle parle fort, elle veut réduire l'incertitude immédiatement, décider tout de suite. En gros, la peur, elle essaie de protéger ton corps. Elle a l'impression que tu vas mourir, littéralement. En fait, c'est un signal, elle voit l'ennemi tout de suite arriver et elle panique et tout de suite elle veut prendre une décision, courir ou se battre, mais la décision elle doit être prise maintenant. C'est un peu comme si tu décidais sous le coup de l'adrénaline en fait. D'accord, c'est tombé tout seul, c'est pas grave. Ensuite, la deuxième voie, c'est le mental. Alors le mental, d'un côté scientifique, il correspond aux fonctions cognitives supérieures. L'analyse, la projection, la comparaison, l'anticipation. Il implique fortement le cortex préfrontal et il ne réagit pas comme la peur, lui il construit, il analyse. Donc face à la peur, il peut amplifier la peur, rationaliser la peur, minimiser la peur ou encore l'apaiser. Parce que tu réfléchis, tu te dis non mais là je dramatise, voilà, il va se passer ça, je réfléchis, j'analyse, non mais physiquement, ok, là j'ai pensé à ça, mais au final il peut se passer que ça ou ça, c'est moins grave que ce que la première pensée de la peur m'a dit, donc voilà, vous voyez, vous êtes vraiment, vous redescendez dans l'analyse, vous n'êtes plus dans l'urgence, vous analysez, vous pensez, vous réfléchissez, ça c'est le mental. Donc en soi, le mental il est plutôt neutre au regard de la situation qui vous arrive. Côté émotionnel, le mental dans la vie quotidienne il ressemble plus à oui, mais il y a aussi ça. Attends, réfléchissons à ceci ou à cela. Et si il se passait ça, ou alors avec des arguments en boucle. Oui, mais s'il y avait ça, et puis s'il se passait ça, et puis non, mais l'argument c'est ça, donc tac 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 tac. Et en fait, vous réfléchissez. Il cherche à comprendre, à contrôler, à prévoir. En gros, il veut de la cohérence. Le mental, il est là pour raconter une histoire. Il sait que s'il se passe ça, il peut en découler ça ou ça, par exemple. Donc le mental, en soi, il peut être très utile, mais il peut aussi faire du bruit pour rien et vous faire ruminer et réfléchir et ressasser alors qu'il n'y a pas forcément de nécessité. Ensuite, nous avons l'ego. Donc d'un point de vue psychologique, c'est la construction identitaire.
C'est l'image de soi, c'est les rôles sociaux qu'on te donne ou que tu t'es donné, c'est la cohérence interne, c'est le récit personnel. En gros, il cherche à maintenir la stabilité du toi, du moi profond. Il veut absolument éviter l'humiliation, le rejet, la perte de statut, l'incohérence. Lui, il protège pas le corps, il protège l'identité. Mais l'ego, ce n'est pas le mal incarné, parce qu'en ce moment, on entend beaucoup sur les réseaux, oui, c'est l'ego qui parle, oui, c'est l'ego, c'est pas le mal incarné, ok. L'ego, spirituellement, c'est l'attachement à qui l'on croit être. C'est la peur du regard des autres, le besoin de validation, la comparaison, la défense quand on se fait attaquer. J'avais mis un exemple concret dans mes notes. Vous faites quelque chose et vous vous dites et si on pense que je suis pas légitime à faire ça? Ou alors c'est peut-être pas très raisonnable, ou encore c'est pas cohérent avec l'image que j'ai construite. L'ego, lui, il peut utiliser la peur pour se maintenir dans cet entre-deux de je voudrais mais j'ose pas. Parce que il y a des causes externes qui font que j'ai peur. Par exemple, vous avez peur du regard des autres, vous avez peur de ci, vous avez peur de ça. La peur, la première voie, la peur qu'on a parlé, elle agit dans l'urgence tout de suite. Et quand vous commencez à réfléchir et à avoir peur des autres et de ce qu'ils pourraient penser de vous et de tout ça, c'est que vous protégez votre identité. Donc là, c'est l'ego. Donc l'ego en soi, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas toujours aligné avec ton évolution. C'est-à-dire qu'il nous faut de l'ego pour maintenir cette identité-là. Par exemple, si vous voulez construire une nouvelle identité, vous développer, prendre de la place dans un certain domaine, il va vous falloir l'ego pour tenir bon et pour vous dire ok, moi je garde mon ego. C'est pour ça que des personnes qui ont beaucoup d'ego parfois réussissent. Mais elles paraissent parfois imbues d'elles-mêmes, mais parce qu'elles ont une idée fixe, elles savent que leur identité qu'elles veulent c'est ça, elles s'accrochent à ce truc-là et elles restent droites dans leurs bottes, elles agissent comme elles l'entendent et comme elles ont vraiment un comportement fixé sur la personne qu'elles s'imaginent être et du coup petit à petit elles deviennent cette personne-là. Donc l'ego en soi il est important. Là où il te bloque c'est quand tu restes à une identité moindre alors que tu voudrais être plus haut. C'est là qui te bloque dans tes décisions. Et là où il est un peu plus embêtant, c'est quand tu es bloqué donc dans une identité haute que tu apprécies, etc. Mais que du coup, avec cette identité-là, tu vas soit dénigrer les autres, soit te vanter, soit tout ça. C'est là qu'il y a le contrepoids un petit peu de l'ego. Mais en soi, l'ego est important. C'est pareil, la peur, elle est importante. Parce que la peur, si jamais t'es face à un vrai danger, un danger réel, je sais pas moi, un lion qui te court dessus, et ben si t'as pas la peur, et ben ton cerveau il fonctionne pas correctement et il va pas déclencher l'adrénaline qui fait que tu vas avoir la force de courir assez vite pour échapper au lion ou de grimper très haut pour échapper au lion. Voilà. Pareil pour le mental. Le mental, on en a besoin parce qu'on analyse et grâce à ça, des fois, ça nous sort de certaines situations et on en a besoin pour rationaliser certaines choses. Donc chaque voie est importante, mais il faut savoir les différencier et les utiliser correctement. Et finalement, nous avons l'intuition, celle qu'on recherche aujourd'hui et qu'on cherche à écouter un petit peu plus. L'intuition, elle correspond à un traitement rapide mais inconscient. C'est un peu comme la peur, parce que c'est un traitement rapide, mais et inconscient aussi, j'ai envie de dire, mais elle repose plus sur les expériences accumulées, la reconnaissance de vos schémas que vous voulez soit en sortir, soit encourager, c'est-à-dire un schéma, par exemple si vous dénigrez les autres beaucoup et que vous voulez sortir de ce schéma-là, quand vous êtes sur le point de dénigrer une personne, vous allez reconnaître le schéma, ou alors quand vous êtes en train de dénigrer la personne, vous allez reconnaître le schéma et essayer de modifier votre phrase ou de vous rattraper ou vous dire bon la prochaine fois que vous réfléchissez plus avant de dénigrer cette personne. Au contraire, quand vous voulez encourager un schéma, vous pouvez, je ne sais pas moi, si vous n'avez pas confiance en vous et que vous voulez encourager la confiance en vous, vous allez essayer de remarquer les moments où vous avez pris confiance et où vous avez parlé devant une assemblée et que oui vous avez eu un peu peur mais que ça s'est bien passé, que vous n'êtes pas mort, ou alors les moments où vous avez osé aller parler à une personne et que finalement elle vous a pas répondu comme vous l'auriez espéré parce que je sais pas vous avez essayé de la draguer, elle a pas répondu à votre drague mais elle vous a répondu poliment en vous disant qu'elle n'était pas intéressée et que finalement ça s'est bien passé et vous allez petit à petit encourager ces schémas en disant ok je tente des choses, parfois ça marche pas mais finalement je suis pas mort en fait.
Et vous allez petit à petit encourager ces schémas et apprendre à votre cerveau que ok, vous êtes sûr de vous. Et que même si vous allez faire quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude et où vous avez peur, bah finalement, ça vous a pas fait tant de mal que ça. Voilà, donc c'est reconnaître les schémas. Ça peut aussi être des informations subtiles qui sont traitées en dehors de votre conscience. C'est-à-dire des informations subtiles de vos guides, de vos anges, de Dieu, de l'univers, de ce en quoi vous croyez, la vie, une intuition, c'est ça. C'est quelque chose que vous savez pas pourquoi l'expliquer, enfin, vous savez pas comment l'expliquer, mais vous savez que vous devez faire ça. Ah bah tiens, pour une fois, je vais prendre ce chemin-là. Vous savez pas pourquoi, mais vous sentez qu'il faut que vous preniez ce chemin-là. Ah bah tiens, je vais envoyer un message à cette personne. Ah bah tiens, cette personne, elle a l'air pas bien. Vous savez pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de signe extérieur, elle est comme d'habitude, elle sourit, mais vous vous dites, il y a quelque chose qui cloche. Ça, c'est l'intuition. C'est quelque chose de subtil qui vient vous glisser à l'oreille. Il y a une raison qui est derrière, mais c'est quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas palpable, qui se remarque pas forcément dans notre espace 3D physique, mais que vous sentez, que vous ressentez. Donc, psychologiquement, ce n'est pas une émotion explosive. Elle apparaît souvent rapidement, sans justification longue et avec stabilité, mais elle peut être très silencieuse et très comme chuchotée à votre oreille. Spirituellement, sur le plan intérieur, l'intuition se ressent comme une sensation d'alignement, un calme, une évidence douce en fait. Vous savez que vous devez faire ça, vous savez juste pas pourquoi, mais vous le savez. C'est calme, vous n'avez pas de stress, vous n'avez pas d'anxiété, vous savez que vous devez le faire. Vous savez pas pourquoi, mais vous savez que c'est cette décision-là qui est bonne pour vous. Et c'est après que parfois vous vous rendez compte de oh, purée, c'était pour ça. C'est fou. Et c'est là que ça explose dans votre cerveau. Moi, il y a beaucoup de moments où je fais un choix sans forcément me rendre compte parce que j'essaie de plus en plus de me fier à mon intuition. Et je prends une décision sur un coup de tête où je fais un choix et je sais pas trop pourquoi parce que c'est pas forcément un choix que j'aurais fait de manière générale et au final je fais oh, ah ouais c'est pour ça en fait, c'est pour ça que j'ai pris cette décision là, c'est tout ça, ça m'a amené à ça et je trouve ça fou. Je trouve ça incroyable comme une toute petite décision, ça fait un effet papillon, un effet boule de neige et ça vous amène à cette chose là. Donc l'intuition elle n'est pas dramatique. Elle ne dramatise pas les situations. Elle n'est pas dans l'urgence. Elle ne cherche dans l'urgence. Elle n'est pas dans l'urgence. Elle ne cherche pas à vous convaincre. En fait, l'intuition, elle ne crie pas. Elle chuchote. Elle vous indique la direction en chuchotant. Pour résumer, la peur protège ton corps. Le mental raconte une histoire et cherche des preuves. L'ego protège ton identité. Et l'intuition indique une direction calme. Je vous ai fait un petit tableau comparatif que je vais vous mettre juste ici, qui vous donne par rapport à la peur, l'ego, le mental ou l'intuition, l'énergie, comment ça se ressent dans l'énergétique, le corps, comment il est dans ce moment-là, le ton que la voix, entre guillemets, va utiliser et la durée. Donc par exemple, si je vous prends un exemple, pour la peur, c'est l'énergie de l'urgence, le corps il est contracté, le ton est catastrophique très souvent, et la durée est brusque, c'est-à-dire que ça vient et puis ça repart. C'est très vif. Alors que au contraire, par exemple, l'intuition, l'énergie est calme, le corps est ouvert, le ton est simple, et la durée est stable. Voilà, c'est pas quelque chose qui va venir et repartir, c'est quelque chose qui va rester dans votre esprit. Et c'est pour ça aussi que parfois, vous avez une idée ou une décision qui va venir. Alors moi, ce que je fais quand j'ai des idées ou des choses sur lesquelles je me pose une question et que je sais pas trop, je note mes idées, je note mes questionnements. Et parfois, j'y reviens plus tard, parfois j'y reviens pas. Mais c'est quand cette idée, elle va revenir, et revenir, en arrière-plan, et revenir, et puis vous allez penser à ça qui va se rapprocher à votre idée, et puis il y a ça aussi qui va se rapprocher à votre idée, et puis il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qui va vous faire penser à cette idée, et là vous vous dites en fait, est-ce que tout ne me mène pas à cette idée-là, à ce choix-là? Est-ce que finalement, je dois pas y aller? Vous voyez? C'est quelque chose vraiment où on va pas vous forcer, vous n'allez pas être dans l'urgence, vous n'allez pas être dans... vous n'allez pas être crispé, vous n'allez pas être en mode oui mais si ça, et si ça, et si machin, bon bah il faut que je prenne cette décision. Non, pas du tout. Ça va être vraiment calme, posé, et vous allez avoir plusieurs
petits signes, plusieurs petites choses qui vont vous ramener à ce choix-là, à cette décision ou à cette idée, et qui vont faire que vous allez vous dire, bon bah, si j'y pense depuis autant de temps, et puis si j'ai autant de petites choses qui me ramènent à ça, c'est que peut-être qu'il faut que je prenne cette décision. Vous voyez ce que je veux dire? On va arrêter la théorie pendant 2 minutes et je vais te proposer un test corporel complet. Un body check-in, comme disent les Américains, donc un test sensoriel. Alors je vais t'expliquer tout ça, j'ai pris mes petites notes. Donc le body check-in, le test sensoriel, c'est simplement le fait d'observer des sensations physiques présentes dans ton corps sans les analyser. Hein, le mental, on le met de côté, on va essayer de pas trop analyser. C'est pas mystique et c'est pas médical non plus. C'est une pratique d'attention corporelle utilisée en régulation émotionnelle et en pleine conscience. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que les émotions déclenchent des réactions physiologiques. Le corps réagit souvent avant que le mental construise. Par exemple, la peur active le système nerveux sympathique, la tension, la respiration, le cœur qui bat plus vite, etc. Alors que le calme active davantage le système parasympathique, donc le fait de se relâcher, d'être détendu. Moi je sais que quand une situation me stresse, quand je suis pas bien, je vais avoir la mâchoire tendue, je vais avoir tendance à parler entre les dents, un peu comme ça. Je vais avoir l'arrière de l'épaule qui se tend aussi. Je vais avoir une boule au ventre, vous pouvez avoir un pincement au cœur, vous pouvez avoir un mal de tête. Ça va dépendre de chacun. Il va falloir que vous appreniez à connaître votre corps et connaître les signaux qui font que là vous n'êtes pas dans une situation où votre corps est à l'aise. Avant même de parler de décision ou de choix ou quoi que ce soit, on va faire un petit scan rapide de votre corps. Donc prenez 5 minutes pour vous et je t'invite donc à observer et à répondre dans ta tête, à l'écrit, à voix haute, comme tu le souhaites. Ça va pas durer longtemps, c'est des réponses qui sont rapides, c'est des questions qui sont courtes et très simples. Ta respiration, là, à l'heure actuelle, elle est fluide ou elle est courte? Est-ce que tu respires en haletant un peu ou est-ce que tu as une pleine respiration qui vient et qui va et qui remplit tous tes poumons et qui ressort? Ta poitrine, est-ce qu'elle est ouverte ou est-ce qu'elle est serrée? Est-ce que tu te sens tout comme ça, tout recroquevillé, tout fermé, ou est-ce que tu te sens à l'aise et t'es bien, t'es posé, t'es détendu? Est-ce que ton ventre est détendu ou est-ce qu'il est noué? Est-ce que tu sens une douleur? Est-ce que tu sens que tu es ballonné? Est-ce que tu sens que t'es coincé quelque part, il y a quelque chose qui te gêne, ou est-ce que ça va, ça se passe bien? Tes épaules, elles sont comment? Elles sont relevées, tendues, ou est-ce qu'elles sont relâchées? Ta mâchoire, est-ce qu'elle est crispée? Ici, on ne va pas chercher une interprétation. On va chercher juste à observer et du coup à détendre petit à petit chaque zone. Parce que j'imagine que si vous aviez la mâchoire crispée, vous l'avez décrispée en entendant la question. Si vous étiez tendu, vous vous êtes détendu en entendant la question. C'est le but. Maintenant, tu vas réfléchir à une décision que tu tardes à prendre ou que tu te poses une question en ce moment. Pense à cette décision-là et à un choix A et B, pas à 12 choix. Prends tes 2 choix les plus importants, A, B, premier choix, deuxième choix, peu importe comment tu veux les appeler, mais prends une décision de ta vie actuelle et quelque chose de réel, pas d'hypothétique, quelque chose de présent, d'actuel dans ta vie. Maintenant, pense à la première option. Imagine-toi en ayant choisi cette option-là. Prends quelques instants pour te visualiser dans cette option-là. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Quelle est cette option? Par rapport à quel questionnement? Etc. Prends quelques secondes. Ok, maintenant observe ta respiration. Comment tu te sens au niveau de ta poitrine, au niveau de ton ventre, au niveau de tes épaules, au niveau de ta mâchoire, au niveau de ta gorge, au niveau de ton dos. Est-ce que tu as des douleurs quelque part? On ne te demande pas de réfléchir, tu observes juste ce qui se passe. Maintenant, imagine-toi avec la deuxième option. Prends le temps et maintenant observe. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et ta respiration? Tes épaules, ta mâchoire, ta gorge, ton buste, ton dos. Est-ce que tu as des douleurs ailleurs dans ton corps? Alors, pendant ces choix, s'il y a un moment où tu t'es contracté brutalement, où tu as senti ta mâchoire se crisper, où tu as senti une douleur quelque part, c'est l'action de la peur. Si ça s'est contracté en pensant aux réactions que peuvent avoir les autres, en imaginant le regard des autres, ça c'est l'activation de l'ego. Si tu n'arrives pas à te concentrer sur ton corps et que tu n'arrêtes pas de réfléchir aux options, si le mental continue
de bouillonner après et que tu n'arrives pas à revenir dans ton corps, c'est que c'est le mental qui est en analyse. Par contre, si tout est calme, tout est clair, tout est détendu, c'est possiblement ton intuition. Mais attention, l'intuition, elle peut être inconfortable. Tu peux te dire, non mais si je prends ce chemin-là, ça va être dramatique. Mais si tu te dis, si je prends ce chemin-là, ça va être dramatique, est-ce que c'est pas ta peur qui parle par-dessus un choix que ton intuition veut faire? Donc c'est là qu'il faut jauger, qu'il faut se connaître, qu'il faut réussir à interpréter les signes de ton corps. Parce que si, en pensant à une situation, ton corps est détendu, mais que tout de suite après que son corps se détende, tu as une pensée de « Ah ouais, mais et le regard des autres ?» Bam, ça c'est l'ego. Mais la décision à la base, ton corps était détendu. C'est en pensant au regard des autres, en pensant à ce qui pourrait arriver, ou en suranalysant que tu passes de l'intuition à la peur, au mental ou à l'ego. Donc attention, l'intuition, ça peut être inconfortable, parce que ça peut être une décision qui fait peur. Parce que quitter quelque chose qu'on connaît, une relation toxique, quitter un travail qui ne nous plaît pas, quitter une situation de vie dans laquelle on ne se sent pas bien, pour plonger dans l'inconnu, ça fait peur. Ça inquiète. On se demande ce que les autres vont penser de nous. Et c'est normal, c'est humain. Mais à vous de voir si la réaction, à vous de voir si la décision de base, elle vient de votre intuition, ou si vous vous bloquez par la peur, le mental ou l'ego. Ce que dit la science. Donc je vais prendre des pincettes pour ce petit passage. Des recherches en prise de décision montrent que des marqueurs physiologiques apparaissent parfois avant la décision consciente. Cela ne veut pas dire que le corps a toujours raison. Cela signifie qu'il traite l'information en amont, donc avant la décision. L'intuition, c'est souvent un traitement inconscient, rapide, basé sur l'expérience accumulée. Cependant, attention, si ton système nerveux est déjà en hypervigilance, ton corps peut réagir avec contraction à presque tout, peu importe la décision. Il peut trouver tout dramatique, parce que tu es déjà en hypervigilance, tu es déjà dans un inconfort et une insécurité quotidienne. Tu peux pas demander à quelqu'un qui vit dans la précarité, dans la rue, avec des enfants, peu importe, qui est dans la merde financière, qui n'arrive pas à arrondir les fins de mois, qui n'a pas de famille, qui est tout seul, dans la merde la plus profonde, j'ai envie de dire, tu peux pas lui demander d'agir par intuition et de tout lâcher sur un coup de tête et de partir vivre à l'étranger et de faire une nouvelle vie. C'est pas possible. Faut d'abord régler ce problème de sécurité en premier. Faut trouver des bases solides, parce que si tes bases sont pas solides, forcément tu vas avoir du mal. Tu peux, mais tu vas avoir du mal. Donc quand tu es dans un système d'hypervigilance ou d'anxiété profonde, j'ai pris un exemple drastique, mais ça peut être une anxiété généralisée due à son travail ou due à sa relation ou due même à soi-même et à son rapport à soi. Ton corps peut réagir avec contraction à tout, en fait, toutes les situations. Rien ne lui ira parce que tu es déjà dans une hyper contraction, j'ai envie de dire. Donc dans ce cas, c'est pas de l'intuition, c'est une suractivation globale. Par contre, le body check-in, donc le scan corporel, il fonctionne mieux quand tu es régulé, quand tu as bien dormi et quand tu n'es pas dans une période de stress aigu, forcément. Plus ton système nerveux est régulé, plus ton intuition devient audible, plus tu l'entends, plus tu l'aperçois. Donc le body check-in, le scan corporel, il ne remplace pas la réflexion. Il ajoute une couche d'information supplémentaire. En gros, c'est un outil d'observation. En gros. Donc le mental, il parle fort, l'ego, il se défend la plupart du temps, la peur, elle contracte, et l'intuition, elle indique. Mais alors pourquoi on se trompe des fois? Et oui, si différencier tout ça était simple, on ne se poserait pas la question de est-ce que c'est mon intuition ou est-ce qu'on se trompe si souvent? Eh bien, premièrement, on peut se tromper parce qu'on est en surcharge mentale. Ce qui se passe, c'est que ton cerveau est saturé. Il a trop d'informations, trop de décisions à prendre, trop de sollicitations. Réseau, travail, notifications, amis, famille, tout le monde te sollicite et tu es surstimulé. Le cortex préfrontal fatigue et résultat, tu perds en clarté, tu passes en mode réactif.
plutôt qu'en mode actif. Et dans cet état, la peur prend forcément plus de place, le mental rumine davantage et l'intuition devient difficile à percevoir. Et c'est normal. Par exemple, tu es fatigué, tu dois prendre une décision importante et tout te paraît urgent. Tu crois ressentir une intuition négative, en réalité c'est que ton cerveau est surchargé. Un esprit saturé n'est pas un esprit intuitif. Ensuite, nous avons la fatigue décisionnelle. C'est un concept qui est bien étudié en psychologie comportementale. Chaque décision consomme des ressources cognitives. Donc en gros, c'est comme si tu avais de l'énergie dans ton cerveau et que plus tu prenais de décisions et plus cette énergie était consommée, qu'à la fin de la journée, forcément tu es fatigué. Tu as donc plus d'impulsivité, moins de capacité d'analyse et plus d'évitement. Dans cet état, la peur paraît plus grande, l'ego devient plus défensif encore, le mental simplifie et se met en mode sécurité. Tu crois écouter ton intuition, mais tu cherches surtout à réduire l'inconfort au maximum. Quand on est épuisé, on choisit souvent la sécurité et pas l'alignement. Et ça se voit d'ailleurs pour ceux d'entre vous qui ont des enfants. Quand ils sont fatigués souvent et qu'on leur demande de prendre une décision, et ben ils surréagissent, ils pleurent, ils s'énervent et c'est plus compliqué pour eux parce qu'ils sont fatigués. La troisième possibilité, c'est les expériences passées ou les traumatismes. Ce qui se passe, c'est que le cerveau apprend par association. Si une situation passée a été douloureuse, rejet, humiliation, échec, abandon, le système nerveux enregistre et se dit, s'il y a une situation similaire, c'est qu'il y a un danger. Et ce, même si aujourd'hui le contexte est différent. Résultat, tu vas ressentir une contraction, c'est obligatoire. Tu vas croire que c'est une intuition négative, mais en réalité c'est une mémoire émotionnelle que ton corps et que tu cherches globalement, inconsciemment, à éviter. Par exemple, tu veux prendre la parole en public, tu ressens une gorge serrée, un ventre noué, tu sais que la dernière fois que tu as pris la parole en public, ça s'est mal passé, et en fait tu te dis, bon bah mon intuition, elle me dit que c'est pas pour moi. Alors, peut-être, mais peut-être que c'est juste ton système nerveux qui se souvient que la dernière fois ça s'est mal passé, et qu'au final cette fois-là, ça va bien se passer, ou ça va mieux se passer. Et tu vas dire, ah bah finalement, ça s'est mieux passé. Et au final, la dernière fois, même si ça s'était mal passé, je suis pas mort, tout va bien, je suis toujours en vie, je suis toujours... Alors oui, j'ai peut-être été un peu humiliée, ou j'ai peut-être eu un peu peur, ou j'ai peut-être... Mais finalement, ça va. Quelques mois après, je m'en suis remis. Donc ce n'est pas toujours l'intuition qui parle, parfois c'est une vieille blessure qui n'est pas guérie. Option numéro 4, c'est le besoin de validation. Ici, on touche à l'ego. L'ego, il cherche la cohérence, l'appartenance, la reconnaissance. Quand une décision risque de déplaire, de te faire sortir d'un rôle que tu t'es construit ou de casser une certaine image de toi que tu essayes de donner, l'ego va activer la peur. Et il peut, ce petit malin, essayer de déguiser ça en prudence, en disant non mais il faut faire attention, c'est pas le bon moment, c'est pas raisonnable, je dois rester stable. Et est-ce que c'est rationnel? Eh bien parfois oui, mais parfois c'est juste la peur du regard des autres. Et ça, je connais. L'ego, il préfère être approuvé que transformé. Ensuite, il y a aussi la confusion entre l'inconfort et le danger. C'est probablement la confusion la plus fréquente. Le système nerveux ne distingue pas toujours le danger réel. Le système nerveux ne distingue pas toujours le danger réel, l'inconfort ou l'inconnu. Parce que l'inconnu, ça fait peur. Et il active souvent une alerte physiologique, parce que le cerveau, il aime ce qui est prévisible, ce qui revient, il aime la routine. Et là, changer de voie, lancer un projet, poser une limite qu'on n'a pas posée avant, quitter une situation, et ben ça peut créer cette activation. Et c'est pas forcément un signal d'arrêt, donc il faut s'arrêter. L'inconnu, c'est pas forcément une menace. Mais par contre, ton système nerveux, lui, il peut le traiter comme une menace. Sa mission au système nerveux, c'est simple, c'est d'assurer ta survie. Il privilégie donc ce qui est connu, ce qui est stable, ce qui est prévisible. Même si ce qui est connu, stable et prévisible, c'est pas épanouissant. Parce qu'il préfère quelque chose qu'il connaît, mais qui connaît, plutôt que quelque chose qu'il connaît pas, mais qui pourrait potentiellement être plus dangereux que ce qu'il connaît. Même si il sait que c'est mieux en soi. Mais oui, ça il connaît. Donc il veut rester dans ce qu'il connaît. Il aime pas trop ce qu'il connaît pas là-haut. Parce que est-ce que ce serait pas pire, hein? Tu sais pas, mais tu sais en fait que ce serait pas pire, que ce serait mieux. Mais tu sais pas. C'est pas du tout clair. Je suis en train de péter un plomb, c'est pas clair. Bref, c'est pas grave. En gros, ce qui est familier paraît sûr, même si ça te limite. Et ce qui est nouveau, ça paraît forcément risqué, même si ça va t'élever.
On peut donc se tromper quand on est saturé, épuisé, quand on réagit à une vieille blessure, quand on cherche la validation ou quand on confond l'inconfort et le danger. Donc, avant d'écouter une petite voix intérieure, on essaie de se réguler, de faire des exercices de respiration et de prendre conscience de ce que nous dit notre corps et des facteurs avoisinants. On essaie de prendre tout en compte, toutes les voix, et de savoir qui nous dit quoi, à quel moment, et pourquoi je réagis comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à percevoir qui sont ces voix, pourquoi elles nous disent ça, qu'est-ce qu'elles nous disent, et au final, ah ben là, je l'avais pas entendu, mais là, il y a la toute petite voix de mon intuition qui me dit que finalement, ce serait pas mal. Je vais la laisser de côté, et je vais y revenir. Et elle va revenir d'elle-même, vous inquiétez pas. L'intuition, elle est toujours là, en arrière-plan. Et plus vous faites de la place dans votre esprit, plus vous faites de la place dans votre corps, dans vos ressentis, plus elle va être là et elle va parler fort. Parce que vous allez faire attention à votre corps, à votre esprit, à ce que vous dites, etc. Et plus... Bref, vous avez compris. Je me perds dans mes esprits. Ça fait un bel épisode, mais j'avais prévu de vous parler aussi de comment renforcer l'intuition. Est-ce que je vous le fais dans cette vidéo ou est-ce que je le fais dans une autre? Je vais peut-être le faire dans une autre, je vais voir combien il me reste. Bon, il me reste pas beaucoup. Bon, je vais essayer de vous le faire là. Ça fait 40 minutes que je filme. Comment rendre l'intuition plus audible? Déjà, la régulation du système nerveux. C'est hyper important, parce que lorsque notre système nerveux est activé, vous l'avez compris, l'amygdale prend le dessus, la vigilance augmente, le cerveau cherche le danger à tout prix, et dans cet état, la peur parle plus fort que l'intuition, c'est sûr et certain. Donc première étape, réguler avant de décider. Réguler par la respiration, la cohérence cardiaque, la méditation, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider avant de prendre une décision. On essaie de ralentir sa respiration, de ralentir ses battements cardiaques. Il n'y a pas d'urgence. C'est pas si vous prenez la décision 5 minutes plus tard que ça va être dramatique. Si quelqu'un vous pose une question et que vous ne savez pas quelle décision prendre, tu lui dis écoute, je reviens vers toi dans 5 minutes, ou alors je termine ce que je suis en train de faire et je reviens vers toi, ou alors écoute, laisse-moi la matinée pour réfléchir, et tu prends le temps de prendre une décision en conscience, en ayant régulé ton système nerveux. Donc soit la respiration lente, soit la cohérence cardiaque, ça on l'a dit. Ensuite on a le sommeil, parce qu'un manque de sommeil forcément augmente la réactivité émotionnelle, diminue la capacité d'analyse, amplifie la perception de la menace. Donc, on l'a compris, un cerveau fatigué interprète plus facilement l'inconnu comme quelque chose de dangereux. Ensuite, on a la clarification intérieure. Donc, une fois régulé physiologiquement, on travaille le bruit qu'il y a dans notre tête. Donc, le silence. Je vous dis une bêtise, mais aller marcher dans la nature 5 minutes, s'asseoir sans téléphone et réfléchir, conduire sans avoir de podcast, aller à la douche sans écouter une vidéo, faire une méditation guidée, ça peut être aussi utile. On a aussi le journaling qui permet de poser ses pensées, d'écrire tout ce qu'on a besoin d'écrire. Ça permet de séparer la peur, l'ego, le mental et l'intuition. Par exemple, tu peux faire un exercice où tu fais 4 colonnes. Ce qui me fait peur, ce que les autres pourraient penser, ce que mon mental argumente et ce que je ressens au fond de moi. Ça peut être un bon exercice à faire. Toujours dans le but de la clarification intérieure, il faut moins demander l'avis aux autres. Parce que oui, c'est bien d'avoir l'avis des autres parfois, mais parfois, plus tu demandes d'avis, plus tu actives ton ego social. Ah bah il m'a dit que c'était bien, donc ça va être bien. Ah bah elle aussi, elle m'a dit que c'était bien, donc ça va être bien. Et puis plus tu mets d'importance dans l'avis des autres, plus ton avis, il va se réduire et moins il va compter, en fait. Et plus quand quelqu'un va te dire, ah bah c'est de la merde, plus tu vas te rabaisser et te dire, oh mince, elle m'a dit que, ouais mais la dernière fois elle m'a dit que c'était bien, là si elle me dit que c'est nul, ça veut dire que c'est vraiment nul et que... Voilà, faut arrêter. Alors, ça peut être important, intéressant pour pas faire n'importe quoi, surtout quand t'es jeune, et des fois avoir l'avis des autres qui ont plus de bouteilles, j'ai envie de dire, ça peut parfois être intéressant, mais je pars aussi du principe de ne jamais demander un avis d'une personne dont tu ne voudrais pas la vie. Oui, la vie, la vie. C'est une super belle citation que je viens de dire là, écoutez. On va la conserver. Mais donc voilà, pour moi, c'est important de se baser sur des personnes. Si ils ont une vie de merde, s'ils ont une vie qui ne t'intéresse pas, si tu vois de manière générale qu'ils ont une manière de parler, une manière de penser qui ne te correspond pas, pourquoi tu vas demander leur avis à eux? À quoi ça te sert? Alors que si tu as des personnes que tu prends pour exemple, des personnes
dont tu aimerais avoir la même vie, qui te donne des avis, là ça peut être intéressant, mais il faut toujours les nuancer. Parce que chaque opinion extérieure, ça ajoute une couche d'analyse en plus. Ça augmente le doute et ça brouille parfois la perception interne. L'intuition, elle est personnelle, elle n'est pas collective. Parfois, tu vas te dire quelque chose à quelqu'un, il va te dire « Ah, surtout fais pas ça », et tu vas le faire et ça va cartonner. Voilà. Toujours dans ce même but, il faut savoir poser des limites. Si tu dis constamment oui, quand tu penses non, tu affaiblis ton signal interne et tu ne te respectes pas. À chaque fois que tu ignores ton ressenti, tu entraînes ton cerveau à ne plus prioriser ton ressenti. Poser des limites, ça renforce la confiance interne, la cohérence entre le ressenti et l'action, et la perception des signaux subtils. Renforcer l'intuition, ça ne veut pas dire devenir mystique, tout ressentir intensément, supprimer la peur, supprimer les émotions négatives, pas du tout. Ça consiste à réduire le bruit, à stabiliser ton système nerveux et à apprendre à différencier les différentes voix, les différentes couches et à mieux te comprendre surtout. L'intuition ne sera jamais plus forte que le chaos. Elle est plus fine, plus délicate, plus silencieuse. Donc si tu veux l'entendre, tu dois d'abord apaiser le bruit. Donc il faut réguler ton corps, ralentir ton mental, réduire l'influence extérieure et t'honorer et honorer tes limites. On a tendance à chercher une réponse spectaculaire, à chercher un signe, à chercher une certitude absolue. Mais la vérité, c'est que la clarté est souvent beaucoup plus simple, beaucoup plus silencieuse. Si ça se contracte, ralentis, observe, sans suranalyser. Parce que parfois, c'est pas forcément un signal d'arrêt, c'est parfois juste un signal de régulation. Si ça argumente, observe. Parce que quand le mental, il parle en boucle, quand ça justifie, quand ça cherche à t'auto-convaincre, ce n'est pas encore l'intuition, c'est une autre couche d'analyse. Alors oui, elle peut être utile, mais elle ne décide pas toute seule. Et si ça murmure calmement, écoute, observe. L'intuition ne crie pas, elle n'a pas besoin de te faire peur. Elle indique et elle reste stable. Pour récapituler, la peur protège ton corps, l'ego protège ton identité, le mental protège ta cohérence. Mais l'intuition, elle protège ton alignement. Et plus tu apprends à différencier ces voix, plus tu reprends le pouvoir sur tes décisions. Si le test corporel t'a aidé, mets une petite personne en position de tailleur, un petit emoji comme ça, dans les commentaires. Et si tu as reconnu grâce à ça ton ego, tu mets un miroir, ton mental, tu mets un petit cerveau, et ta peur, tu mets une petite personne qui a peur. Et ne t'inquiète pas, on n'apprend pas à écouter son intuition en un jour. On apprend d'abord, comme je te l'ai dit, à faire taire le bruit. Je terminerai donc par une phrase de Albert Einstein qui nous dit « The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant ». En français, l'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Je te laisse méditer là-dessus, prendre conscience, réécouter cette phrase, elle est importante. Merci pour ton écoute, ta présence et l'énergie que tu apportes dans cet espace au quotidien. Et n'oublie pas, chaque interaction consciente, même ici, est déjà un pas vers ton alignement. Alors, si cette vidéo a résonné pour toi, pose une intention et ancre-la avec un like. Et nous, on se dit à la prochaine.